Chapitre 1. La découverte. Le soleil de septembre illuminait les crêtes calcaires du Vercors d'une lumière dorée, cette lumière particulière des Alpes qui transforme les falaises en cathédrales de pierre. Mathieu Arnaud progressait lentement sur le sentier escarpé, ses bottes érodant la terre sèche mêlée de fragments de roches blanches. À 42 ans, il connaissait ces montagnes comme d'autres connaissent leur propre maison. Guide de haute montagne depuis 20 ans, il avait parcouru chaque vallée, chaque col, chaque grotte du massif. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Mathieu s'arrêta près d'un affleurement rocheux, essoufflé par l'altitude et la raideur de la pente. Il se trouvait à près de 1800 mètres, dans une zone rarement visitée du plateau, un secteur que même les randonneurs les plus expérimentés évitaient en raison de son accès difficile et de ses falaises traîtresses. Était précisément ce qui l'avait attiré ici. Un vieux berger de Vassieux-en-Vercors lui avait parlé, quelques semaines auparavant, d'une anomalie qu'il avait remarquée lors d'une transhumance estivale exceptionnelle. « Il y a quelque chose là-haut qui ne correspond pas », avait dit le vieil homme, ses yeux plissés par des décennies de soleil alpin. Une ombre dans la falaise qui bouge avec la lumière d'une manière étrange. Mon grand-père parlait de grottes que personne ne connaissait, des endroits où les maquisards se cachaient pendant la guerre. Mais il ne voulait jamais dire où exactement. Mathieu avait écouté avec l'intérêt poli d'un professionnel qui entend souvent des histoires locales, un mélange de légendes et de réalités déformées par le temps. Mais quelque chose dans le ton du berger, dans son hésitation, avait éveillé sa curiosité. Le Vercors était hanté par son passé. Tout le monde ici connaissait l'histoire tragique de juillet 1944, quand les Allemands avaient lancé leur terrible assaut contre le maquis. Des milliers de parachutistes, des planeurs, une violence inouïe contre des résistants mal armés et les civils qui les soutenaient. Maintenant, debout sur cette corniche exposée, Mathieu comprenait ce que le berger avait voulu dire. La falaise devant lui présentait effectivement une anomalie. Là où la roche calcaire aurait dû être uniforme, érodée par des millénaires d'eau et de gel, il y avait une zone qui semblait différente. Pas vraiment une grotte, pas vraiment une fissure naturelle, quelque chose entre les deux. Il s'approcha avec précaution, testant chaque prise avec son bâton de marche. La pierre sous ses mains était froide, rugueuse, authentiquement ancienne. Mais plus il examinait la zone, plus il devenait évident que quelque chose n'était pas naturel. Des traces de travail humain, subtiles mais indéniables. Des modifications apportées à la roche pour créer une ouverture qui se fondait parfaitement dans la falaise environnante. Le cœur de Mathieu s'accéléra. Il sortit sa lampe frontale de son sac, bien qu'il y ait encore beaucoup de lumière. Ses doigts trouvèrent une prise dans ce qui ressemblait à une simple fissure, et il tira doucement. Rien ne bougea. Il essaya différents angles, cherchant le mécanisme, car il était maintenant certain qu'il y en avait un. Puis il le trouva. Une pierre qui semblait solidement enchâssée dans la falaise, mais qui pivotait légèrement sous la pression, libérant un mécanisme quelque part dans la roche. Un grondement sourd résonna dans la montagne, et une section entière de la falaise, mesurant environ 1,50 m de hauteur sur 1 mètre de largeur, écarta de quelques centimètres, révélant l'obscurité au-delà. Mathieu resta immobile un long moment, conscient qu'il se tenait au seuil de quelque chose d'important. L'air qui échappait de l'ouverture était froid, sec, préservé. Il avait une odeur de pierre ancienne et de métal, une odeur qu'il n'avait jamais sentie auparavant dans aucune grotte naturelle. Il alluma sa lampe frontale et poussa doucement la porte de pierre. Elle pivota silencieusement sur des gonds qui, malgré 80 ans d'inactivité, fonctionnaient encore parfaitement. Quelqu'un avait construit cela pour durer. L'intérieur était une antichambre taillée dans la roche, environ 3 mètres de profondeur, qui s'ouvrait sur un passage descendant plus profondément dans la montagne. Mais ce n'était pas la géologie qui figea Mathieu sur place. Était ce qui se trouvait sur les murs. Des symboles, des cartes, des instructions écrites à la main en français, certaines décolorées mais encore lisibles. Et là, peinte avec soin sur la paroi rocheuse près de l'entrée du passage, le symbole qui confirma ses soupçons les plus fous, la croix de Lorraine, l'emblème de la France libre, du général de Gaulle et de tous ceux qui avaient refusé de se rendre. « Mon Dieu !» murmura Mathieu dans l'obscurité, « c'est réel !» Il descendit lentement dans le passage, sa lampe balayant les parois. Le tunnel avait été élargi à partir d'une fissure naturelle, avec un travail de maçonnerie remarquable aux endroits nécessaires. Quelqu'un avait passé des mois, peut-être des années, à créer cet accès secret. Le sol sous ses pieds était lisse, usé par des passages répétés. Après environ 15 mètres de descente douce,
le passage s'ouvrit brusquement sur une caverne naturelle qui avait été transformée en quelque chose d'extraordinaire. Mathieu s'arrêta à l'entrée, sa respiration résonnant dans l'espace vaste. Sa lampe ne pouvait éclairer qu'une partie de la caverne à la fois, révélant progressivement ce qui se trouvait dans les ténèbres préservées. Des tables, des chaises, de l'aile, équipements militaires soigneusement rangés contre les parois, des caisses empilées avec un ordre méticuleux. Et au centre, dominant tout, une installation qui fit battre le cœur de Mathieu encore plus fort. Un poste de radio, intact, ses câbles et antennes toujours en place, entouré de carnets, de cartes, de documents couverts d'écritures minutieuses. Ce N n'était pas simplement une cachette. C était une base d'opération complète, un centre de commandement, préservé dans l'obscurité alpine comme une capsule temporelle de la résistance française. Mathieu avança lentement dans la caverne, craignant presque de perturber le silence sacré du lieu. Chaque objet éclairait sa lampe racontait une histoire. Des uniformes suspendus à des crochets forgés dans la roche. Des armes nettoyées et huilées, rangées dans des supports de bois. Des boîtes de conserve britanniques empilées dans un coin, certaines encore scellées. Des couvertures pliées sur des lits de camp rudimentaires. Des livres, des journaux, des photographies épinglées sur un panneau de liège miraculeusement préservé. Et partout, des preuves d'une vie clandestine vécue dans l'ombre de la montagne. Une vie de danger constant, de sacrifice, de détermination inébranlable. Mathieu s'approcha du poste de radio, n'osant pas encore le toucher. C était un modèle britannique, probablement parachuté par le SOE, le Special Operations Executive. À côté, des carnets de transmission étaient ouverts, les dernières entrées encore visibles sur les pages jaunies. Des codes, des messages, des coordonnées. Sur la table à côté du poste radio, un carnet plus épais attira son attention. Il portait une inscription sur la couverture de cuir usé. Journal de transmission, station alpine 7 Maquis du Vercors. Les mains tremblantes, Mathieu ouvrit délicatement le carnet. La première page portait une liste de noms et de codes, écrits dans une écriture ferme et claire. La date en haut de la page, 15 juin 1944. Quelques jours seulement après le débarquement en Normandie. Mathieu comprit alors ce qu'il avait découvert. Ce N n'était pas simplement une cachette abandonnée ou un dépôt d'armes oublié. C était quelque chose de beaucoup plus important, quelque chose qui avait joué un rôle crucial dans la guerre, mais qui était resté caché, inconnu, pendant 80 ans. Il continua à tourner les pages du carnet, lisant les entrées quotidiennes, messages envoyés et reçus, coordonnées de parachutage, informations sur les mouvements de troupes allemandes, instructions pour les réseaux d'évasion. Chaque page révélait l'étendue des opérations menées depuis ce bunker secret. Puis il arriva aux dernières pages, celle de juillet 1944. L'écriture devenait plus pressée, plus urgente. Les messages plus fréquents. Et finalement les dernières entrées, griffonnées dans la hâte mais toujours lisibles. 21 juillet 1944, 6h30, assaut allemand commencé, planeur observé, parachutiste en grand nombre. Continuons transmission. Priorité absolue, informer Alger de la situation. 21 juillet, 14h15, Vassieux en flammes, civils massacrés. Continuons transmission. Nos positions tiennent. Vive la France libre. 22 juillet, 3h20, combat féroce dans tout le massif. Perte importante. Station reste opérationnelle. Transmission des dernières données de reconnaissance avant évacuation possible. 23 juillet, 11h45. Allemands se rapprochent de toute position connue. Notre emplacement toujours secret. Choix fait, rester et transmettre jusqu'au bout. Intelligence reçue hier critique pour coordination alliée. Ne pouvons pas abandonner poste. Et puis, la dernière entrée, écrite dans une main qui tremblait légèrement, mais avec des mots d'une clarté absolue. 23 juillet 1944, 16h30, transmission finale. Données complètes envoyées à Alger et Londres. Allemands à proximité, découverte imminente. Détruirons équipements codage si nécessaire mais préserverons station pour France future. À tous ceux qui liront ceci, nous avons fait notre devoir. Le Vercors tombe, mais son esprit ne mourra jamais. Vive la France libre. Le Vercors ne se rendra jamais. Sous ces mots 4 signatures. 4 noms écrits avec soin, comme si les signataires avaient voulu s'assurer qu'on se souviendrait d'eux. Capitaine Henri Deschamps, chef de station. Sous-lieutenant Marie Blanchard, opératrice radio. Sergent Paul Mercier, technicien. Soldat Jean-Claude Vernet, guetteur. Mathieu resta immobile, le carnet dans ses mains tremblantes,
conscient qu'il tenait les derniers mots de 4 personnes qui avaient choisi de rester à leur poste alors que la mort se rapprochait, qui avaient choisi la mission plutôt que la survie. Il parcourut lentement la caverne du regard, voyant maintenant chaque objet sous un nouveau jour. Ce N n'était pas simplement un bunker abandonné. C était un tombeau, un mémorial, un témoignage silencieux du sacrifice ultime. Mais une question le taraudait, que leur était-il arrivé? Les signatures laissaient supposer qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Avaient-ils été découverts par les Allemands? Avaient-ils réussi à échapper? Pourquoi le bunker était-il dans un état si parfait, si clairement préservé intentionnellement? Mathieu continua son exploration, documentant tout avec son appareil photo. Il découvrit d'autres documents, d'autres preuves de l'importance stratégique de cette station cachée. Des rapports détaillés sur les mouvements de troupes allemandes dans toute la région alpine. Des cartes annotées montrant les routes d'évasion vers la Suisse. Des listes de codes et de contacts dans tout le réseau de résistance du sud-est de la France. Dans un coin de la caverne, il trouva une zone qui semblait avoir servi de quartier personnel, des effets personnels soigneusement rangés. Une photographie encadrée d'une jeune femme avec 2 enfants, probablement la famille de l'un des opérateurs. Un livre de poésie de Verlaine, annoté dans les marges. Une médaille religieuse sur une chaîne en argent. Des lettres jamais envoyées, scellées dans des enveloppes adressées mais jamais timbrées. Mathieu ouvrit délicatement l'une des lettres. Elle était écrite sur du papier fin, dans une écriture féminine élégante. Il reconnut le nom en bas, Marie Blanchard, l'opératrice radio. « Ma chère maman », commençait la lettre. « Si tu lis ceci, c'est que nous avons réussi à protéger notre secret jusqu'au bout. Je veux que tu saches que j'ai fait ce choix librement, en pleine conscience. Le travail que nous faisons ici sauve des vies. Chaque message que j'envoie guide nos pilotes alliés, protège nos réseaux d'évasion, permet à d'autres de continuer le combat. Comment pourrais-je abandonner cela pour sauver ma propre vie? Papa comprendrait. Il m'a appris que certaines choses valent plus que notre existence individuelle. La France, la liberté, l'honneur, ce ne sont pas que des mots. Ce sont des raisons de vivre. Et si nécessaire, des raisons de mourir. Je ne suis pas triste, maman. Je suis fier. Fier d'avoir servi, fier d'avoir été utile, fier d'avoir refusé de me rendre. Dis à André et à Sophie que leur grande sœur les aimait plus que tout, et que c'est pour leur liberté future que je reste à mon poste aujourd'hui. Le Vercors ne se rendra jamais. Ni moi non plus. Ta fille qui t'aime pour toujours, Marie. Mathieu dut s'asseoir. Ses jambes ne le portaient plus. Il se laissa tomber sur l'un des lits de camp, la lettre toujours dans ses mains, et pour la première fois depuis des années, il pleura. Il pleura pour Marie Blanchard et ses 3 compagnons. Il pleura pour tous ceux qui étaient tombés dans le Vercors cet été terrible de 1944. Il pleura pour les sacrifices oubliés, les héros inconnus, les vies données dans l'ombre des montagnes. Quand il reprit finalement le contrôle de ses émotions, Mathieu savait ce qu'il devait faire. Cette découverte ne pouvait pas rester secrète. Ces noms, ces histoires, ces sacrifices devaient être connus, reconnus, honorés. La France devait savoir ce que ces 4 personnes avaient fait dans les derniers jours du Vercors libre. Mais d'abord, il devait comprendre toute l'histoire. Il devait découvrir ce qui leur était arrivé exactement, pourquoi le bunker était dans cet état de préservation presque parfaite, et s'il y avait d'autres secrets encore enfouis dans la montagne. Mathieu passa les 3 heures suivantes à documenter méticuleusement tout ce qu'il trouvait. Il photographia chaque document, chaque objet, chaque détail du bunker. Il prit des notes précises sur l'emplacement, la construction, l'état de préservation. Il rassembla les éléments qui pourraient être transportés sans dommage, les carnets, les lettres, les documents les plus importants, les plaçant avec soin dans son sac à dos. L'équipement radio lui-même était trop délicat et trop important pour être déplacé sans expertise professionnelle. Il faudrait faire venir des conservateurs, des historiens, des techniciens spécialisés. Mais les documents écrits, eux, pouvaient commencer à raconter leur histoire immédiatement. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Mathieu remarqua quelque chose qu'il avait manqué lors de sa première exploration. Au fond de la caverne, derrière l'installation radio, il y avait une autre ouverture. Plus petite, plus basse, presque cachée, derrière une pile de caisses soigneusement disposées. Son instinct de guide de montagne lui dit que ces caisses n'étaient pas placées là au hasard. Elles formaient un camouflage délibéré, un dernier niveau de sécurité pour protéger quelque chose d'encore plus important. Avec précaution, Mathieu déplaça les caisses. Elles étaient légères, vides depuis longtemps. Derrière elles, l'ouverture révélait un passage étroit qui s'enfonçait plus profondément dans la montagne. Mathieu hésita. Il était déjà tard dans l'après-midi,
et il aurait besoin de plusieurs heures pour redescendre en sécurité avant la tombée de la nuit. Mais la curiosité et quelque chose de plus profond, un sentiment de devoir envers ceux qui avaient créé ce lieu, le poussait à continuer. Il se glissa dans le passage étroit, progressant lentement dans l'obscurité. Le tunnel était naturel pour la plupart, une fissure dans le calcaire que l'eau avait élargie sur des millénaires. Mais ici et là, des traces de travail humain indiquaient que le passage avait été modifié, sécurisé, rendu praticable. Après environ 10 mètres, le passage s'ouvrit sur une deuxième caverne, plus petite que la première, mais tout aussi remarquable. Cette caverne avait été transformée en quelque chose qui ressemblait à la fois à une chapelle et à un mémorial. Les parois avaient été lissées avec soin. Sur l'une d'elles, quelqu'un avait gravé la croix de Lorraine, grande et profonde, avec une précision qui parlait de dévotion autant que d'habileté. Sous la croix, des noms, des dizaines de noms, gravés dans la pierre avec le même soin. Mathieu s'approcha, lisant les noms dans la lumière de sa lampe. Certains lui étaient familiers, des héros connus du Vercors, dont les histoires étaient enseignées dans les écoles locales. Mais beaucoup d'autres étaient inconnus, oubliés par l'histoire officielle. Au centre de la caverne se trouvait une table de pierre naturelle, et sur cette table, protégée par une caisse en bois scellée avec de la cire, d'autres documents. Mathieu ouvrit la caisse avec révérence. À l'intérieur, soigneusement préservés, se trouvaient des dossiers complets sur les opérations de la station Alpine 7. Des rapports détaillant chaque mission, chaque transmission, chaque succès et chaque échec. Des listes de personnes sauvées grâce aux informations transmises depuis ce bunker. Des copies de messages envoyés à Alger et à Londres. Des confirmations de réception des renseignements. Des notes de remerciement du haut commandement allié. Et au fond de la caisse, un document qui répondit enfin à la question qui hantait Mathieu depuis qu'il avait lu les dernières entrées du journal. Un testament collectif, signé par les 4 opérateurs. Nous, sous-signés, membres de la station Alpine 7 du maquis du Vercors, rédigeons ce testament en pleine connaissance des événements en cours. Commençait le document. Le 23 juillet 1944, face à l'assaut allemand qui détruit notre Vercors bien-aimé, nous avons fait le choix de rester à notre poste plutôt que de fuir vers la sécurité. Ce choix n'est pas fait par désespoir, mais par devoir. Les renseignements que nous transmettons en ce moment même sont d'une importance capitale pour la coordination des opérations alliées. Nous avons établi des contacts avec des réseaux dans toute l'Europe occupée. Nous connaissons les positions, les mouvements, les intentions de l'ennemi. Abandonner notre poste maintenant signifierait la mort de centaines, peut-être de milliers de personnes qui comptent sur nos transmissions. Nous avons pris toutes les précautions pour protéger cette station. Les Allemands ne connaissent pas son existence. Même si le Vercors tombe, cette station peut continuer à servir la France dans l'avenir. C'est pourquoi nous avons choisi de la préserver plutôt que de la détruire. Si vous lisez ces mots, c'est que nous avons réussi à protéger ce secret. Nous vous demandons 3 choses. Premièrement, que cette station soit préservée comme témoignage du courage ordinaire des gens ordinaires qui ont refusé de se rendre. Deuxièmement, que les noms gravés dans la caverne du mémorial, les noms de tous ceux qui ont servi le Vercors et qui sont tombés dans l'oubli soient enfin reconnus et honorés. Troisièmement, que l'histoire complète de la station Alpine 7 soit racontée, non pas pour notre gloire personnelle, mais pour montrer que même dans les moments les plus sombres, même face à une défaite certaine, il y a toujours des hommes et des femmes qui choisissent de résister, de continuer le combat, de refuser de se rendre. Nous ne nous considérons pas comme des héros. Nous sommes simplement des Français qui avons fait ce qui devait être fait. Le Vercors est tombé, mais son esprit survivra. La France libre triomphera. Et un jour, dans une France libre, quelqu'un découvrira ce lieu et saura que nous n'avons jamais cessé de nous battre. Le document était daté du 23 juillet 1944, 18h, et signé par les 4 membres de l'équipe. En dessous, dans une écriture différente, plus récente mais toujours ancienne, une note supplémentaire avait été ajoutée. Je suis revenu. 15 août 1944. Paul Mercier, seul survivant de la station Alpine 7. Le capitaine Deschamps est tombé le 24 juillet en combattant les Allemands qui s'approchaient de notre position. Marie et Jean-Claude ont réussi à évacuer après la transmission finale, mais ont été capturés le 25 juillet. Ils ont été exécutés à Grenoble sans révéler l'emplacement de la station. J était en mission de reconnaissance quand les Allemands sont arrivés. Je me suis caché dans les bois et j'ai vu tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu les sauver. Je n'ai pas pu faire autre chose que survivre et témoigner. J'ai scellé cette station comme ils le voulaient. J'ai ajouté leur nom au mémorial. Je reviendrai chaque année pour honorer leur mémoire. Qu'ils ne soient jamais oubliés.
PM. Sous cette note, une série d'autres entrées, chacune datée d'une année différente. 15 août 1945. Je suis revenu. PM. 15 août 1946. Je suis revenu. PM. 15 août 1947. Je suis revenu. PM. Les entrées continuaient, année après année, la même date, le même message. Mathieu compta. La dernière entrée était datée du 15 août 1992. Près de 50 ans de pèlerinages annuels, un seul homme gardant vivante la mémoire de ses camarades tombés. Mathieu sentit à nouveau les larmes lui monter aux yeux. Paul Mercier avait survécu, mais il avait passé le reste de sa vie à honorer ceux qui n'avaient pas eu cette chance. Pendant presque un demi-siècle, il était monté seul dans ces montagnes, année après année, pour s'assurer que ses amis ne soient pas oubliés. Combien de temps avait-il vécu? Mathieu calcula rapidement. Si Paul avait 20 ans en 1944, il aurait eu 68 ans lors de sa dernière visite en 1992. 32 ans étaient écoulés depuis cette dernière entrée. Paul était probablement mort maintenant, emportant avec lui les derniers souvenirs directs de la station Alpine 7. Mais il avait laissé tout cela derrière lui. Toute l'histoire, tous les documents, toutes les preuves. Il avait fait ce que ses camarades lui avaient demandé. Il avait préservé la station, il avait gardé leur mémoire vivante aussi longtemps qu'il l'avait pu, et maintenant il passait le relais à celui qui viendrait après lui. Mathieu comprit alors que sa découverte n'était pas un accident. Le berger qui lui avait parlé de l'anomalie dans la falaise, était-ce Paul Mercier lui-même? Ou quelqu'un à qui Paul avait parlé vers la fin de sa vie? Le vieux berger avait mentionné que son grand-père parlait de grottes secrètes. Paul aurait eu, HD, être un grand-père maintenant. Peut-être que Paul, sentant sa mort approcher, incapable de continuer ses pèlerinages annuels, avait décidé qu'il était temps. Tant que quelqu'un d'autre découvre le secret, tant que l'histoire soit enfin racontée, tant que les noms soient enfin honorés. Chapitre 2, la révélation. Mathieu quitta le bunker alors que le soleil déclinait derrière les crêtes occidentales du Vercors, projetant de longues ombres violettes à travers les vallées. Il referma soigneusement l'entrée camouflée, s'assurant que le mécanisme fonctionnait toujours correctement. Le secret avait été gardé pendant 80 ans. Il pouvait attendre quelques jours de plus, le temps qu'il organise une exploration officielle appropriée. Durant sa descente précautionneuse vers Vassieux-en-Vercors, Mathieu ne pouvait s'empêcher de regarder les montagnes qui l'entouraient avec des yeux nouveaux. Chaque crête, chaque vallée, chaque grotte avait probablement ses propres histoires cachées. Combien d'autres secrets le Vercors gardait-il encore? Combien d'autres héros oubliés dormaient dans l'ombre des falaises? Il atteignit son véhicule alors que la nuit tombait complètement. Au lieu de rentrer directement chez lui à Grenoble, il se dirigea vers Vassieux, vers le mémorial de la Résistance qu'il avait visité des dizaines de fois, mais qu'il comprenait maintenant d'une manière entièrement nouvelle. Le mémorial était fermé à 7 heures, mais Mathieu resta dans le parking, regardant la silhouette sombre du bâtiment se découper contre le ciel étoilé. Il sortit son téléphone et commença à faire des recherches. Paul Mercier, maquis du Vercors. Henri Deschamps, Résistance. Marie Blanchard, opératrice radio. Jean-Claude Vernet, Vercors 1944. Les résultats furent décevants mais pas surprenants. Henri Deschamps apparaissait dans quelques listes de résistants tombés au Vercors, mais sans détail, sans mention de son grade de capitaine ou de son rôle de chef de station. Marie Blanchard n'apparaissait nulle part. Jean-Claude Vernet non plus. Paul Mercier était mentionné dans un seul document d'archives comme « évadé après la chute du Vercors », sans autre précision. 4 personnes qui avaient joué un rôle crucial dans la guerre, qui avaient transmis des renseignements vitaux aux Alliés, qui avaient sauvé d'innombrables vies, et l'histoire les avait presque complètement oubliés. Mathieu serra les dents, une détermination froide s'installant en lui. Cela allait changer. Il allait s'assurer que leur nom soit connu, que leur sacrifice soit reconnu, que leur courage soit honoré. Le lendemain matin, Mathieu appela le directeur du mémorial de la Résistance du Vercors, un historien réputé nommé Jacques Bertrand, que Mathieu connaissait de longue date à travers son travail de guide. Il demanda un rendez-vous urgent, refusant de donner des détails au téléphone. 2 heures plus tard, Mathieu était assis dans le bureau de Jacques, étalant sur la table les documents qu'il avait rapportés du bunker, le journal de transmission, les lettres, le testament collectif, les notes de Paul Mercier, les photographies qu'il avait prises. Jacques Bertrand, un homme de 60 ans aux cheveux gris et aux lunettes d'écaille, resta silencieux pendant de longues minutes, examinant chaque document avec des mains tremblantes.
Ses yeux s'humidifièrent à plusieurs reprises alors qu'il lisait les dernières entrées du journal, les lettres de Marie Blanchard, le testament des 4 opérateurs. « C'est authentique, dit-il finalement, sa voix rauque d'émotion. Mon Dieu, Mathieu, c'est absolument authentique. Elle, écriture, le papier, les références historiques, tout correspond. Vous avez découvert quelque chose d'extraordinaire. » Jacques se leva et se mit à arpenter son bureau, tenant le journal de transmission, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. « Nous savions que le Vercors avait des stations radio clandestines, continua-t-il. Nous avons des références dans les archives britanniques et algériennes à une station alpine, qui transmettait depuis le massif. Mais nous n'avons jamais pu identifier son emplacement exact, ni qui l'opérait. Les Allemands n'ont jamais trouvé cette station, ce qui signifie que personne n'a survécu pour en parler. Ou celui qui a survécu a gardé le secret, termina Mathieu. Paul Mercier. Le technicien. Il est retourné sceller la station après la guerre et il est revenu chaque année pendant presque 50 ans. Jacques hocha la tête lentement. Paul Mercier. Je vais vérifier nos archives. Si nous pouvons retrouver sa trace, identifier sa famille, cela pourrait nous mener à encore plus d'informations. Il retourna s'asseoir, ouvrant son ordinateur et commençant immédiatement à taper. Mathieu le regarda travailler, impressionné par la vitesse et l'efficacité de l'historien. En quelques minutes, Jacques avait accédé à plusieurs bases de données d'archives. « Voilà, dit-il, Paul Mercier, né le 3 mars 1924 à Saint-Jean-en-Royan. Enrôlé dans le maquis du Vercors en 1943, spécialiste des transmissions, évadé après le 23 juillet 1944. Récompensé de la médaille de la Résistance en 1945. A vécu à Daille après la guerre, électricien de profession. Marié à Simone Gauthier en 1946, 2 enfants. Décédé le 18 octobre 1993. » Jacques leva les yeux, une expression étrange sur le visage. Il est mort 1 an après sa dernière visite à la station. Comme s'il avait tenu jusque-là, accomplissant son pèlerinage final, et ensuite, il a pu partir en paix, dit doucement Mathieu. Sa mission était accomplie. Et ses enfants, demanda Jacques, leur a-t-il parlé de la station? Jacques continua ses recherches. Sa fille, Françoise Mercier, vit toujours à Daille. Son fils, Antoine, est décédé en 2008. Françoise a 78 ans maintenant. Elle pourrait avoir des réponses? Mathieu sentit son cœur s'accélérer. Nous devons lui parler. Elle doit savoir ce que son père a fait, ce qu'il a gardé secret toutes ces années. Jacques acquiesça. Je vais la contacter immédiatement. Mais d'abord, nous devons organiser une expédition officielle au bunker. Nous aurons besoin de conservateurs, de techniciens, d'historiens militaires. Elle, équipement radio à lui seul, est une découverte majeure. Et les documents? Il secoua la tête, émerveillé. Ces documents vont réécrire une partie de l'histoire de la résistance dans le Vercors. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Jacques Bertrand contacta le ministère de la Défense, le service historique de la Défense et plusieurs universités. Une équipe fut rapidement assemblée. Des conservateurs du musée de l'armée à Paris. Des historiens spécialisés dans la résistance. Des techniciens en préservation des équipements historiques. Un caméraman documentaire pour enregistrer l'exploration. Pendant ce temps, Jacques avait réussi à contacter Françoise Mercier. Elle avait d'abord été confuse, ne comprenant pas pourquoi un historien l'appelait au sujet de son père, décédé depuis 30 ans. Mais quand Jacques lui avait parlé de la station Alpine 7, elle était devenue silencieuse pendant un long moment. « Il ne nous en a jamais parlé », avait-elle finalement dit, sa voix tremblante au téléphone. Pas directement. Mais chaque année, le 15 août, il partait seul dans les montagnes. Il disait qu'il allait rendre visite à des amis. Quand Gite et tes enfants, je pensais qu'il allait vraiment voir des gens. Ce n'est que quand j'ai grandi que j'ai compris que ces Toigny étaient morts pendant la guerre. Il allait à leur mémorial, n'est-ce pas? À cette station que vous avez découverte. Jacques lui avait demandé si son père avait laissé des documents, des journaux, des lettres qui pourraient aider à comprendre l'histoire complète. Françoise avait hésité, puis avait admis qu'il y avait une boîte dans le grenier, une boîte qu'elle n'avait jamais eu le courage d'ouvrir après sa mort. « Venez, avait-elle dit. Venez voir ce qu'il y a dedans. Si cela peut honorer sa mémoire et celle de ses camarades, alors c'est ce qu'il aurait voulu. » Mathieu et Jacques se rendirent à Die le lendemain. Françoise Mercier les accueillit dans une petite maison confortable en périphérie de la ville, avec une vue magnifique sur les montagnes du Vercors au loin. Cette était une femme élégante aux cheveux blancs, avec les yeux perçants de son père, et une dignité tranquille qui rappelait à Mathieu les photographies qu'il avait vues dans le bunker.
Elle les conduisit au grenier, où effectivement, une boîte en métal était posée sur une étagère, poussiéreuse mais intacte. Françoise la descendit avec soin et la posa sur la table de la cuisine. « Je savais qu'elle était là, dit-elle doucement. Mais pendant 30 ans, je n'ai pas pu me résoudre à l'ouvrir. J'avais peur de ce que j'y trouverais. Peur que cela change l'image que j'avais de mon père. Maintenant, je comprends que je ne devais pas avoir peur, je devais être fier. » Avec des mains tremblantes, elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, soigneusement préservés, se trouvaient les souvenirs personnels de Paul Mercier de son temps au maquis. Des photographies jaunies montrant de jeunes hommes et femmes en uniformes disparates, souriant malgré les circonstances. Des lettres d'amis tombées au combat. Des cartes du Vercors annotées de la main de Paul, et au fond de la boîte, un journal personnel. Françoise prit le journal et l'ouvrit avec révérence. Les premières pages dataient de 1943, quand Paul avait rejoint le maquis. Ses entrées décrivaient l'entraînement, les missions, la camaraderie. Puis venaient les pages de 1944, de plus en plus urgentes à mesure que la situation dans le Vercors se détériorait. Françoise tourna les pages jusqu'à juillet 1944. Elle commença à lire à voix haute, sa voix se brisant à plusieurs reprises. 20 juillet 1944. Nous savons qu'ils viennent. Les Allemands ne peuvent pas tolérer notre République libre au cœur de leur territoire occupé. Le capitaine Deschamps a réuni l'équipe ce soir. Il nous a donné le choix. Fuir maintenant vers la Suisse, ou rester et continuer les transmissions aussi longtemps que possible. Marie a été la première à parler. Nous restons, a-t-elle dit, sans hésitation. Les renseignements que nous transmettons sauvent des vies. Comment pourrions-nous abandonner cela? Jean-Claude a acquiescé. Le Vercors ne se rend jamais, a-t-il dit. Ni nous. J'ai regardé ces 3 personnes, les personnes les plus courageuses que j'ai jamais connues, et j'ai su que je devais rester aussi. Nous avons tous les 4 fait le serment de continuer jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. 23 juillet 1944, matin. L'assaut a commencé hier. Le bruit des explosions résonne dans tout le massif. Nous pouvons voir la fumée de Vassieux depuis notre position d'observation. Le capitaine m'a envoyé en reconnaissance pour évaluer les mouvements allemands et identifier les routes d'évacuation possibles. Je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas les laisser. Mais les ordres sont les ordres. Avant de partir, Marie m'a donné une lettre pour sa famille. Au cas où, a-t-elle dit avec un sourire triste. Le capitaine m'a serré la main. Continue le combat, Paul, a-t-il dit. Quoi qu'il arrive à nous, toi, tu continues. Je suis parti avec un pressentiment terrible que je ne les reverrai jamais. Françoise dut s'arrêter, les larmes coulant librement sur ses joues. Mathieu et Jacques attendirent en silence, respectant sa douleur. Après un moment, elle continua. 24 juillet 1944. Je suis caché dans les bois à 500 mètres de la station. Les Allemands sont arrivés ce matin. Ils ont dû suivre les traces de quelqu'un, ou peut-être ont-ils simplement fouillé systématiquement la zone. J'ai vu le capitaine Deschamps sortir de l'entrée camouflée, une mitraillette à la main. Il a ouvert le feu sur les Allemands, les attirant loin de l'entrée, donnant à Marie et Jean-Claude le temps évacués par le passage arrière que nous avions préparé précisément pour une telle situation. Le capitaine a tenu sa position pendant presque 1 heure, seul contre une vingtaine de soldats. Il est tombé en combattant, n'a jamais cessé de tirer, n'a jamais essayé de se rendre. Les Allemands ont fouillé la zone autour de l'entrée, mais ils n'ont pas trouvé le mécanisme d'ouverture. Le capitaine a emporté ce secret avec lui. Marie et Jean-Claude ont réussi à s'échapper. Je les ai vus descendre vers Vassieux, se mêlant aux civils qui fuyaient. J'aurais dû les suivre. J'aurais dû être avec eux, mais je suis resté caché, paralysé par la peur et le chagrin. 25 juillet 1944. Marie et Jean-Claude ont été capturés hier soir. Je l'ai appris par un paysan qui a vu leur arrestation. Ils étaient à un point de contrôle allemand, essayant de passer pour des civils ordinaires. Mais quelqu'un les a reconnus. Ou peut-être que leur couverture N était tout simplement pas assez bonne. Ils ont été emmenés à Grenoble. J'ai appris aujourd'hui qu'ils ont été interrogés puis exécutés. Ils n'ont révélé aucun secret. L'emplacement de la station est mort avec eux. Marie Blanchard, 24 ans, opératrice la plus talentueuse que j'ai jamais vue, capable de transmettre des messages en morse plus vite que quiconque, toujours avec un sourire même dans les moments les plus sombres. Jean-Claude Vernet, 20 ans, le plus jeune de notre équipe, qui avait quitté ses études pour rejoindre la résistance, qui rêvait être enseignant après la guerre. Ils sont morts en héros,
protégeant jusqu'au bout les secrets qui auraient pu mener les Allemands à d'autres résistants. Je suis le seul survivant de la station Alpine 7. Je ne sais pas pourquoi j'ai survécu alors qu'ils sont tombés. Je ne mérite pas d'être en vie. Françoise ferma le journal, incapable de continuer. Le reste décrit comment il a scellé la station, comment il a créé le mémorial dans la deuxième caverne, comment il a décidé de garder le secret jusqu'à ce que la France soit prête à honorer leur mémoire correctement. Elle regarda Mathieu et Jacques avec des yeux rouges de larmes. Mon père portait ce fardeau toute sa vie. La culpabilité du survivant. Le poids de devoir témoigner pour ceux qui étaient tombés. Et il n'a jamais rien dit. Il gardait tout ça en lui, faisant son pèlerinage chaque année, gardant vivante leur mémoire dans le silence. Il n'était pas simplement un survivant, dit doucement Jacques. Il était leur gardien. Il a fait exactement ce que ses camarades lui avaient demandé. Il a continué le combat d'une manière différente. Il a préservé leur histoire, leur sacrifice, jusqu'à ce que le moment soit venu de la révéler. Françoise hocha la tête, essuyant ses larmes. Alors révélez-la. Racontez leur histoire. Faites en sorte que mon père et ses 3 camarades reçoivent enfin la reconnaissance qu'ils méritent. Chapitre 3. L'expédition. 2 semaines plus tard, une équipe de 15 personnes se rassembla au pied du sentier menant à la station Alpine 7. Outre Mathieu et Jacques Bertrand, le groupe comprenait des conservateurs du musée, des historiens militaires, des techniciens en électronique ancienne, un caméraman documentaire et un représentant du ministère de la Défense. Françoise Mercier avait insisté pour les accompagner, malgré ses 78 ans et la difficulté de l'ascension. Mon père a fait ce voyage chaque année jusqu'à ses 68 ans, avait-elle dit fermement. Je peux le faire une fois. L'ascension prit 3 heures, avec plusieurs pauses pour permettre à Françoise de reprendre son souffle. Mais elle ne se plaignit jamais, gardant les yeux fixés sur les crêtes au-dessus, comme si elle pouvait voir le fantôme de son père marchant devant elle. Quand ils atteignirent finalement l'entrée camouflée, Mathieu expliqua le mécanisme aux autres. Il activa l'ouverture, et la porte de pierre pivota silencieusement, révélant l'obscurité au-delà. Les techniciens installèrent d'abord un système d'éclairage temporaire, des lampes LED alimentées par batterie qui illuminèrent la caverne principale sans endommager les matériaux délicats. Lentement, méthodiquement, le bunker fut révélé dans toute sa complexité préservée. L'équipe travailla en silence révérencieux pendant les premières heures, chacun absorbant l'importance historique de ce qu'il voyait. Les conservateurs commencèrent immédiatement à documenter et à stabiliser les documents les plus fragiles. Les historiens militaires examinèrent l'équipement radio et les armes, identifiant chaque pièce, datant chaque élément. Le technicien en électronique ancienne, un homme nommé Thomas Dubois qui avait passé sa carrière à restaurer des équipements de communication de la Seconde Guerre mondiale, s'approcha du poste radio avec une expression d'émerveillement presque religieux. « C'est un modèle Mark III », murmura-t-il, ses doigts traçant délicatement les contours de l'appareil sans le toucher. Fabriqué par SOE, spécifiquement pour les opérations clandestines. Extrêmement rare. Il en existe peut-être 3 ou 4 exemplaires dans les musées du monde entier. Mais celui-ci est dans un état de préservation extraordinaire. Il examina les connexions, les antennes, la disposition de la station. Il savait ce qu'il faisait. Cette installation est professionnelle, optimisée pour la portée et la clarté du signal. Avec cet équipement, il pouvait communiquer directement avec Londres et Alger, malgré les montagnes et la distance. Thomas se tourna vers l'assemblée. Vous comprenez ce que cela signifie ? Cette petite station, cachée dans les montagnes, était un nœud vital du réseau de communication de la France libre. Chaque message transmis d'ici a pu influencer des décisions stratégiques, sauver des vies, changer le cours de bataille. L'historien militaire, le colonel retraité Philippe Marchand, hocha la tête. J'ai consulté les archives britanniques avant de venir. Maintenant que nous connaissons le nom de code, Station Alpine 7, j'ai pu retracer certaines de ces transmissions. Entre juin et juillet 1944, cette station a fourni des renseignements cruciaux sur les mouvements de troupes allemandes dans toute la région alpine. Ces informations ont permis de planifier plusieurs bombardements stratégiques et ont aidé à coordonner les opérations de guérilla de la résistance dans toute la France du Sud-Est. Il ouvrit un dossier qu'il avait apporté. Le 12 juillet 1944, la station Alpine 7 a transmis des détails précis sur un convoi de renforts allemands se dirigeant vers la Normandie. Cette information a permis aux forces aériennes alliées d'intercepter et de détruire le convoi. Cela a probablement sauvé des centaines de vies alliées et retardé l'arrivée de ces renforts de plusieurs jours critiques. Le 18 juillet, 5 jours avant la chute du Vercors,
cette station a transmis des coordonnées pour un parachutage d'armes et de fournitures à un autre groupe de résistants près d'Annecy. Ce parachutage a réussi, et ces armes ont été utilisées pour libérer Annecy quelques semaines plus tard. Et même le 23 juillet, le jour même où le Vercors tombait, cette station a continué à transmettre. La dernière transmission officielle enregistrée était un rapport détaillé sur les tactiques allemandes utilisées dans l'assaut, informations qui ont été immédiatement distribuées à tous les réseaux de résistance en France. Ces renseignements ont aidé d'autres groupes à mieux se préparer et à se défendre contre des assauts similaires. Françoise Mercier, qui avait écouté en silence, s'avança vers le poste radio. Elle posa doucement sa main sur le boîtier métallique, fermant les yeux. « Mon père s'est assis ici, » dit-elle doucement. « Il a touché ces mêmes boutons, ces mêmes câbles, et Marie Blanchard s'est assise ici, transmettant ses messages, sachant que chaque mot qu'elle envoyait pouvait faire la différence entre la vie et la mort pour quelqu'un quelque part. » Elle ouvrit les yeux, regardant l'assemblée. « Pendant toute mon enfance, mon père était un simple électricien. Discret, travailleur, jamais dans les projecteurs. Je ne savais pas qu'il avait été un héros. Je ne savais pas qu'il portait tout cela en lui. » Le caméraman documentaire, qui avait jusqu'alors discrètement enregistré tout ce qui se passait, s'avança. « Madame Mercier, accepteriez-vous de partager vos souvenirs de votre père pour le documentaire ? L'histoire personnelle, humaine, est aussi importante que l'histoire militaire. » Françoise hésita, puis acquiesça. Si cela peut honorer sa mémoire et celle de ses camarades, oui. Pendant les 2 jours suivants, elle, équipe travailla méticuleusement pour documenter et préserver chaque aspect du bunker. Les conservateurs stabilisèrent les documents les plus fragiles, les photographièrent en haute résolution, créèrent des copies de sauvegarde numérique. Les techniciens démontèrent avec soin équipement radio, numérotant chaque pièce, pour pouvoir le transporter en sécurité vers un laboratoire de conservation. Mais la découverte la plus émouvante vint le 2e jour, quand Fikip explora plus en profondeur la caverne du mémorial. Un des historiens, une jeune femme nommée Sophie Laurent spécialisée dans l'identification des victimes de guerre, passa des heures à photographier et à transcrire chaque nom gravé sur les parois. Il y en avait 73 en tout. Certains noms étaient accompagnés de dates, d'autres de brèves inscriptions, tombé à Vassieux, exécuté à Grenoble, mort pour la France. Sophie croisa ces noms avec toutes les bases de données disponibles, les archives militaires, les registres de Shell, état civil, les listes de résistants reconnus, les mémoriaux existants. Ce qu'elle découvrit fut à la fois fascinant et tragique. Sur les 73 noms gravés ici, rapporta-t-elle à elle, équipe rassemblée, seulement 22 apparaissent dans les registres officiels des résistants reconnus. Les 51 autres sont complètement absents des archives officielles. Ils n'ont jamais été reconnus, jamais reçus de médaille, jamais été inclus dans les mémoriaux nationaux. « Pourquoi » demanda Jacques Bertrand, choqué. « Plusieurs raisons, » expliqua Sophie. Certains utilisaient probablement des noms de code et leurs véritables identités n'ont jamais été enregistrées. D'autres sont morts avant de pouvoir être officiellement enrôlés dans les forces françaises libres. Certains étaient peut-être des civils qui ont aidé la résistance de manière ponctuelle et qui ont payé de leur vie sans jamais être officiellement reconnus comme résistants. Et puis il y a le simple fait que dans le chaos de la fin de la guerre et de l'immédiat après-guerre, de nombreux dossiers ont été perdus ou incomplets. Elle regarda les noms gravés avec une expression de détermination. Mais maintenant nous avons leurs noms. Nous savons qu'ils ont existé, qu'ils ont combattu, qu'ils sont tombés. Paul Mercier nous a laissé ce témoignage. C'est notre devoir de les reconnaître enfin. Le colonel Marchand acquiesça. Je vais personnellement soumettre un dossier au ministère de la Défense, pour que chacun de ces noms soit ajouté aux registres officiels des morts pour la France. Cela va prendre du temps, des recherches approfondies pour vérifier chaque cas, mais cela sera fait. Françoise Mercier, des larmes dans les yeux, s'approcha du mur des noms. Elle trouva celui de son père, Paul Mercier, gravé au milieu des autres. Sous son nom, une simple inscription, gardien de la mémoire. 1944 à 1993. Il a ajouté son propre nom, murmura-t-elle. Il s'est mis avec eux, comme s'il était tombé avec eux. D'une certaine manière, il a ma ainsi, était, dit doucement Jacques. Une partie de lui est morte ce jour de juillet 1944. Il a passé le reste de sa vie à honorer la partie qui avait survécu mais qui, était plus complètement vivante. Le 3e jour, alors que équipe se préparait à redescendre avec les éléments les plus précieux du bunker, les documents, le journal de transmission, certains objets personnels qui seraient exposés dans des musées, une décision importante devait être prise. Que faire du bunker lui-même ? Plusieurs options furent débattues. Certains suggérèrent de le sceller à nouveau, de le préserver comme un mémorial secret,
connu seulement des initiés. D'autres proposèrent de le transformer en site touristique, accessible au grand public avec des visites guidées. Ce fut Françoise qui trancha le débat. Mon père l'a gardé secret pendant 50 ans parce qu'il pensait que la France n'était pas prête à honorer correctement ce sacrifice. Maintenant, nous sommes prêts. Mais ce lieu est sacré. C'est un tombeau autant qu'un musée. Il doit être accessible, mais avec respect, avec révérence. Je propose que nous créions un parcours mémorial, suggéra Jacques. Le sentier menant ici serait aménagé, sécurisé, mais garderait son caractère alpin. Des panneaux expliqueraient le contexte historique. Le bunker lui-même serait préservé exactement tel qu'il est, mais avec un accès limité, des visites guidées en petits groupes, un nombre limité de visiteurs par jour pour préserver l'intégrité du site. Et nous construisons un véritable mémorial, ajouta le colonel Marchand. Un monument aux 4 opérateurs de la station Alpine 7 et aux 73 noms gravés dans la caverne. Pas ici, mais en bas, à Vassieux, où il peut être accessible à tous. Un consensus se forma rapidement. Le plan était bon, respectueux, approprié. Mais il y avait une dernière chose à faire avant de quitter le bunker. Françoise ouvrit son sac à dos et en sortit 4 objets qu'elle avait apportés de la maison de son père. 4 médailles dans leurs écrins originaux. La médaille de la résistance de son père, qu'il avait reçue en 1945. Et 3 autres médailles que Paul avait obtenues après la guerre, se battant pour que ses camarades tombés soient reconnus. La médaille de la résistance pour Henri Deschamps, Marie Blanchard et Jean-Claude Vernet, remise à Paul comme plus proche compagnon survivant. Mon père gardait ces médailles dans un tiroir verrouillé, dit Françoise. Il ne les portait jamais, ne les montrait jamais. Je pense qu'il attendait le moment où il pourrait les ramener ici, les redonner à ses camarades d'une certaine manière. Elle plaça les 4 médailles sur la table à côté du poste radio, les disposant en cercle, comme les 4 points cardinaux. Au centre, elle plaça une photographie qu'elle avait trouvée dans la boîte de son père. Les 4 membres de la station Alpine 7, prise quelque part dans le Vercors au printemps 1944, avant que tout ne bascule. 4 jeunes visages souriants, pleins d'espoir et de détermination. Capitaine Henri Deschamps, sous-lieutenant Marie Blanchard, sergent Paul Mercier, soldat Jean-Claude Vernet, dit-elle doucement, nommant chacun. Votre mission est terminée, vous pouvez reposer en paix, la France se souvient. L'assemblée resta silencieuse un long moment, chacun perdu dans ses propres pensées. Puis, spontanément, le colonel Marchand se mit au garde-à-vous et salua. Un par un, tous ceux qui avaient servi dans l'armée firent de même. Les autres inclinèrent simplement la tête avec respect. Dans le silence de la caverne, on pouvait presque sentir la présence de ceux qui avaient vécu et combattu ici. 4 jeunes gens qui avaient choisi le devoir plutôt que la survie, qui avaient refusé de se rendre même face à une défaite certaine, qui avaient continué à se battre jusqu'à leur dernier souffle. Le Vercors ne se rend jamais. Il l'avait prouvé de la manière la plus absolue possible. Chapitre 4. La reconnaissance. Les mois qui suivirent la découverte du bunker furent une période d'activité intense. L'histoire de la station Alpine 7 se répandit rapidement, d'abord dans les cercles d'historiens et de vétérans, puis dans les médias nationaux et finalement internationaux. Le documentaire réalisé par l'équipe qui avait exploré le bunker fut diffusé sur France Télévisions et remporta plusieurs prix. Il racontait non seulement l'histoire de la station elle-même, mais aussi celle de Paul Mercier, le survivant qui avait gardé le secret pendant près de 50 ans, revenant chaque année honorer ses camarades tombés dans le silence des montagnes. Françoise Mercier devint involontairement une figure publique, invitée à donner des conférences, à participer à des commémorations, à raconter l'histoire de son père. Elle accepta ce rôle avec la même dignité tranquille que Paul avait montré toute sa vie, comprenant que était sa façon à elle de continuer son œuvre. Le ministère de la Défense lança une enquête approfondie sur chacun des 73 noms gravés dans la caverne du mémorial. Sophie Laurent dirigea l'effort de recherche, passant des mois à fouiller dans les archives, à interviewer les familles survivantes, à reconstituer les histoires de ces résistants oubliés. Ce qu'elle découvrit fut remarquable. Chaque nom avait une histoire. Certaines étaient héroïques, d'autres tragiques, toutes étaient importantes. Il y avait Jean Rousseau, 17 ans, lycéen de Grenoble, qui avait servi de courrier pour le maquis et qui avait été capturé et exécuté en juin 1944. Sa famille n'avait jamais su exactement ce qu'il faisait pour la résistance, seulement qu'il avait disparu pendant la guerre. Il y avait Marguerite Durand, 52 ans, institutrice de Vassieux, qui avait caché des résistants dans sa maison et qui avait été tuée lors du massacre du 21 juillet. Elle n'avait jamais été officiellement reconnue comme résistante, parce qu'elle n'avait jamais porté les armes.
Il y avait le docteur André Martin, médecin qui avait soigné les blessés du maquis sans poser de questions et qui avait été déporté à Dachau, où il était mort en mars 1945, juste avant la libération du camp. Chaque histoire ajoutait une couche de complexité et d'humanité à la compréhension de ce qu'avait été la résistance dans le Vercors. Ce N n'était pas seulement une question de combattants avec des armes. C était une question de communauté entière qui avait choisi de résister, chacun à sa manière, avec les moyens dont il disposait. Le travail de Sophie culmina dans un rapport de plus de 500 pages soumis au ministère de la Défense. Sur la base de ce rapport, une cérémonie spéciale fut organisée pour la fin août, le 31 août 2025, exactement 81 ans après la libération de Grenoble. Le lieu choisi pour la cérémonie fut le mémorial de la résistance de Vassy-en-Vercors, mais une extension spéciale avait été construite, le mémorial de la station Alpine 7. Mathieu Arnaud fut invité à participer à la conception du mémorial. Travaillant avec des architectes et des sculpteurs, il aida à créer quelque chose qui capturerait l'essence de ce que représentait la station. Le mémorial prenait la forme d'un mur de pierre brute du Vercors, dans lequel étaient gravés les 73 noms découverts dans la caverne. Au centre du mur, plus grande et plus profonde que les autres, la croix de Lorraine. Sur un piédestal devant le mur, une sculpture en bronze représentait un poste radio de l'Aile, époque, avec un casque posé à côté, comme si l'opérateur venait juste de quitter son poste. 4 plaques séparées racontaient l'histoire détaillée de chacun des membres de la station Alpine 7, Henri Deschamps, Marie Blanchard, Jean-Claude Vernet et Paul Mercier. Leurs photographies, agrandies à partir de la photo de groupe trouvée par Françoise, les montraient tels qu'ils étaient en 1944, jeunes, déterminés, vivants. La cérémonie d'inauguration attira des centaines de personnes, des descendants des résistants nommés sur le mémorial. Des vétérans de la résistance, maintenant très âgés. Des historiens, des officiels gouvernementaux, des représentants de plusieurs pays alliés. Le président de la République française était présent, venu personnellement honorer ces héros oubliés. Dans son discours, il parla de l'importance de se souvenir, pas seulement des grandes batailles et des généraux célèbres, mais aussi des sacrifices ordinaires de gens ordinaires qui avaient choisi de se tenir debout quand il aurait été tellement plus facile de se courber. La station Alpine 7 représente quelque chose d'essentiel dans l'identité française, dit le président. Face à l'occupation, face à l'oppression, face à une défaite qui semblait inévitable, 4 personnes ont choisi de continuer à se battre. Pas pour la gloire, pas pour la reconnaissance, mais simplement parce que c'est était juste. Parce que c'est était nécessaire. Parce que quelqu'un devait le faire. Henri Deschamps est tombé en combattant, donnant à ses camarades la chance de s'échapper. Marie Blanchard et Jean-Claude Vernet ont été capturés et exécutés, mais ils n'ont jamais révélé les secrets qui auraient pu mettre en danger d'autres résistants. Et Paul Mercier a survécu, mais il a porté le poids de cette survie avec honneur et dignité, devenant le gardien de la mémoire de ses amis pendant presque 50 ans. Aujourd'hui, nous les honorons enfin. Nous reconnaissons leur sacrifice. Nous inscrivons leur nom dans l'histoire officielle de notre nation, et nous promettons que tant que la France existera, ils ne seront jamais oubliés. Après le discours du président, ce fut au tour de Françoise Mercier de parler. À 80 ans maintenant, elle monta sur le podium avec l'aide de son fils, Pierre, le petit-fils de Paul Mercier. Sa voix était faible mais claire, portant dans le silence respectueux de la foule. « Mon père ne voulait pas être un héros, commença-t-elle. Il voulait simplement honorer ses amis. Pendant 50 ans, il a monté dans ces montagnes, seul, pour s'assurer qu'il ne soit pas oublié. Il ne parlait pas de ce qu'il avait vécu. Il ne cherchait pas de reconnaissance. Il faisait simplement ce qu'il pensait devoir faire. Mais aujourd'hui, je peux enfin dire à voix haute ce que j'aurais dû lui dire quand il était vivant. Papa, je suis fier de toi. Je suis fier de ce que tu as fait pendant la guerre, et je suis fier de ce que tu as fait après. Tu as été fidèle à tes amis, fidèle à ta mission, fidèle à tes valeurs jusqu'à ton dernier jour. » Elle se tourna vers le mémorial, les larmes coulant librement sur ses joues. « Capitaine Deschamps, Marie, Jean-Claude, mon père a tenu sa promesse. Il a continué le combat. Il a gardé vivante votre mémoire. Et maintenant, la France entière connaît votre histoire. Vous pouvez reposer en paix. » Il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée. Après la cérémonie, un cortège se forma pour monter au bunker lui-même. Le sentier avait été sécurisé, des marches installées aux endroits les plus raides, des garde-corps aux passages exposés. Mais le caractère alpin et sauvage du lieu avait été préservé. Grimper jusqu'à la station nécessitait toujours un effort, une détermination. Était approprié.
Ceux qui voulaient honorer les héros de la station alpine 7 devaient faire l'effort de venir jusqu'à eux. Le bunker lui-même avait été stabilisé, mais non restauré. Tout était exactement comme Mathieu l'avait trouvé, préservé sous verre et sous éclairage tamisé. Le poste radio, les documents, les effets personnels, tout racontait son histoire silencieuse. Un système de visite audio avait été installé, narré par Françoise Mercier et par plusieurs historiens. Les visiteurs pouvaient écouter l'histoire complète de la station, des témoignages de survivants de la Résistance, des lectures des lettres et du journal de transmission. Mais le moment le plus émouvant de la visite était toujours la caverne du mémorial. Là, dans le silence de la montagne, devant les 73 noms gravés dans la pierre, même les visiteurs les plus loquaces devenaient silencieux. Il y avait quelque chose dans ce lieu qui exigeait le respect, la contemplation, le souvenir. Les 4 médailles que Françoise avait laissées dans le bunker étaient maintenant exposées dans une vitrine spéciale, avec la photographie des 4 opérateurs. À côté, un livre était posé, où les visiteurs pouvaient écrire leurs réflexions, leurs hommages, leurs remerciements. Le livre se remplit rapidement. Des messages d'anciens résistants remerciant leurs camarades enfin reconnus. Des descendants retrouvant les histoires de grands-parents dont ils n'avaient jamais complètement compris le passé. Des étudiants en histoire réalisant pour la première fois la réalité humaine derrière les faits secs de leur manuel. Des touristes étrangers découvrant un aspect de la Seconde Guerre mondiale dont ils n'avaient jamais entendu parler. Un message en particulier toucha profondément Françoise quand elle le lut quelques mois après l'ouverture. Il était écrit dans une écriture tremblante, visiblement par une personne très âgée. « Je m'appelle Thomas Blanchard. Marie Blanchard était ma sœur. Pendant 80 ans, ma famille n'a jamais su exactement comment elle était morte, où elle était morte, pourquoi elle était morte. Nous savions seulement qu'elle avait disparu pendant la guerre, qu'elle avait fait quelque chose pour la résistance. Aujourd'hui, à 98 ans, je connais enfin la vérité. Ma sœur était une héroïne. Elle a sauvé des vies. Elle est morte en protégeant les secrets qui auraient pu mener à encore plus de morts. Je peux maintenant mourir en paix, sachant que son sacrifice a enfin été reconnu. Merci Paul Mercier d'avoir gardé sa mémoire vivante. Merci Mathieu Arnaud d'avoir découvert ce lieu. Merci France de te souvenir enfin. Marie, ta famille est fière de toi. » Ce message fut encadré et placé dans le mémorial à côté de la photographie de Marie Blanchard. Thomas Blanchard mourut 3 mois plus tard, mais sa famille continua à venir visiter le mémorial chaque année, honorant la tante qu'ils n'avaient jamais vraiment connue mais dont ils étaient maintenant immensément fiers. D'autres familles suivirent. Lentement, laborieusement, Sophie Laurent et son équipe réussirent à identifier les descendants de presque tous les 73 noms gravés dans la caverne. Certains furent faciles à trouver. D'autres nécessitèrent des années de recherche. Mais presque tous furent finalement contactés, informés, invités à venir voir le mémorial de leurs ancêtres. Chaque nouvelle identification était célébrée. Chaque famille retrouvée ajoutait une pièce au puzzle de l'histoire de la résistance dans le Vercors. Et chaque visite au bunker ajoutait une nouvelle couche de compréhension et d'émotion au lieu. Chapitre 5. L'héritage. 2 ans après la découverte du bunker, Mathieu Arnaud se trouvait à nouveau sur le sentier menant à la station alpine 7. Mais cette fois, il n'était pas seul. Avec lui marchaient 30 lycéens de Grenoble, participants d'un nouveau programme éducatif créé autour de l'histoire du mémorial. Le programme, appelé les Gardiens de la Mémoire en l'honneur de Paul Mercier, avait été conçu par Jacques Bertrand en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Chaque année, des lycéens de toute la région étaient sélectionnés pour participer à un séminaire intensif sur la résistance française, culminant avec une visite guidée du bunker de la station alpine 7. Mais ce n'était pas une simple excursion touristique. Les étudiants devaient d'abord passer des semaines à étudier l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation, de la résistance. Ils lisaient des comptes rendus de première main, examinaient des documents d'archives, interviewaient des vétérans lorsque c'était possible. Ils préparaient des recherches sur des résistants individuels, retraçant leurs histoires, comprenant leurs motivations, honorant leurs sacrifices. Mathieu, qui avait accepté de devenir l'un des guides principaux du programme, trouvait ce travail incroyablement gratifiant. Voir de jeunes gens, nés dans un monde de paix et de prospérité, lutter pour comprendre les choix moraux impossibles auxquels la génération de 1940 avait été confrontée, était à la fois difficile et inspirant. « Pourquoi sont-ils restés ?» demanda une des étudiantes, Clara, alors que le groupe faisait une pause près de l'entrée du bunker.
Ils savaient qu'ils allaient probablement mourir. Pourquoi ne pas échapper vers la Suisse? Personne ne les aurait blâmés. Ils avaient déjà fait plus que suffisamment. Était une question que Mathieu avait entendue des dizaines de fois maintenant, et il n'avait toujours pas de réponse parfaite. Chaque fois, il essayait d'approcher la question différemment, cherchant les mots qui pourraient aider les jeunes à comprendre. Demandez-vous plutôt pourquoi vous feriez quelque chose, dit-il. Pas quelque chose de grand ou d'héroïque, mais quelque chose de quotidien. Pourquoi aidez-vous un ami qui a des problèmes? Pourquoi rendez-vous un portefeuille trouvé? Pourquoi défendez-vous quelqu'un qui est traité injustement? Les étudiants réfléchirent. Plusieurs levèrent la main. Parce que c'est juste, dit l'un. Parce que je ne pourrais pas me regarder dans un miroir si je ne le faisais pas, dit un autre. Parce que j'aimerais que quelqu'un fasse la même chose pour moi, dit une troisième. Mathieu acquiesça. Exactement. Pour Henri Deschamps, Marie Blanchard, Jean-Claude Vernet et Paul Mercier, restés à leur poste N, n'était pas une question d'héroïsme. Était une question de cohérence avec eux-mêmes. Ils avaient choisi de rejoindre la résistance parce qu'ils pensaient que était juste. Ils avaient accepté de risquer leur vie parce qu'ils pensaient que la cause valait ce risque. Quand le moment critique est arrivé, fuir aurait signifié abandonner tout ce en quoi ils croyaient. Mais ils sont morts, protesta Clara. Si le but était de combattre les Allemands, ils auraient pu faire plus en restant vivants, en continuant à se battre ailleurs. Peut-être, concéda Mathieu. Ou peut-être que leur dernière transmission, envoyée depuis cette station alors que le Vercors tombait autour d'eux, a sauvé plus de vies qu'ils n'auraient pu le faire en échappant. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais eux le pensaient. Ils pensaient que continuer à transmettre, continuer à faire leur devoir jusqu'au bout, était plus important que leur survie personnelle. Il regarda le groupe des étudiants, tout jeunes, tous avec leur vie entière devant eux. Je ne vous demande pas être d'accord avec leur choix. Je ne vous demande même pas de dire que vous auriez fait la même chose à leur place. Mais je vous demande de respecter ce choix, de comprendre qu'il venait d'un endroit de conviction profonde, et de vous souvenir que la liberté dont vous jouissez aujourd'hui a été achetée par des sacrifices comme celui-ci. Le groupe entra dans le bunker en silence. Mathieu les guida à travers la caverne principale, expliquant chaque élément, partageant les histoires qu'il avait apprises au cours des 2 dernières années. Équipement radio et son importance stratégique. Les documents qui avaient révélé étendue des opérations de la station. Les effets personnels qui rappelaient que derrière chaque histoire de guerre, il y avait des vies humaines réelles. Mais comme toujours, était la caverne du mémorial, qui avait le plus d'impact. Les étudiants se dispersèrent, lisant les noms gravés dans la pierre, certains trouvant les noms des individus qu'ils avaient recherchés dans leur préparation. Clara s'arrêta devant le nom de Marie Blanchard. Elle avait fait sa recherche sur l'opératrice radio, avait lu ses lettres, avait parlé avec Thomas Blanchard avant sa mort. Elle posa doucement sa main sur le nom gravé. « Elle avait 2 ans de moins que moi, murmura-t-elle, 24 ans, toute sa vie devant elle. Et elle l'a donnée pour que nous puissions avoir la nôtre. » Mathieu s'approcha doucement. « Thomas Blanchard m'a dit quelque chose avant de mourir, dit-il. Il m'a dit que Marie avait toujours été la plus courageuse de la famille, celle qui n'avait jamais reculé devant un défi, qui n'avait jamais laissé la peur la contrôler. Quand elle avait 10 ans, elle avait sauvé son jeune frère de la noyade en plongeant dans une rivière glacée. Quand elle avait 16 ans, elle avait défendu un camarade de classe juif contre des intimidateurs. Le courage n'était pas quelque chose qu'elle avait appris pendant la guerre. C'était qui elle était. C'est ce qui rend tout ça encore plus triste, dit Clara. Ces personnes auraient pu faire tant de choses. Marie aurait pu vivre une longue vie, aider tant de gens, faire une différence dans le monde de tant de manières. Au lieu de ça, elle est morte à 24 ans. Elle a fait une différence, dit doucement Mathieu. Peut-être pas de la manière dont elle l'aurait imaginé, enfant. Peut-être pas en vivant une longue vie. Mais les renseignements qu'elle a transmis ont sauvé des vies. Les secrets qu'elle a protégés en mourant ont sauvé encore plus de vies. Et maintenant, 80 ans plus tard, son histoire inspire des gens comme vous à penser au courage, au sacrifice, à ce qui vaut vraiment la peine dans la vie. C'est une différence. Le groupe passa presque 2 heures dans le mémorial. Certains étudiants écrivirent dans le livre de visiteurs. D'autres restèrent simplement assis en silence, absorbant l'atmosphère, réfléchissant. Quand ils redescendirent finalement vers Vassieux, ils étaient changés. Mathieu pouvait le voir dans leurs expressions, dans leur silence pensif, dans la façon dont ils regardaient les montagnes autour d'eux. Ce soir-là, de retour dans leur centre d'hébergement,
les étudiants participèrent à une discussion dirigée par Jacques Bertrand. Le sujet, qu'est-ce que la mémoire nous doit et qu'est-ce que nous devons à la mémoire? Les réponses furent variées, réfléchies, matures. Nous devons nous souvenir, dit un étudiant nommé Antoine, pas seulement des faits et des dates, mais des personnes. De leurs noms, de leurs histoires, de leurs choix. Sinon, tout ce pourquoi ils se sont battus n'a pas de sens. Nous devons apprendre, ajouta une autre étudiante Léa. Ce souvenir n'est pas suffisant. Nous devons comprendre pourquoi ces choses sont arrivées, comment l'humanité est arrivée à ce point de folie, et comment nous pouvons empêcher que ça ne se reproduise. Nous devons transmettre, dit Clara. Dans 20 ans, il n'y aura plus de vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y aura plus de personnes qui se souviennent directement de cette époque. Ce sera à nous de garder vivante leur mémoire, de raconter leurs histoires aux générations suivantes. Jacques acquiesça avec satisfaction. C'est exactement pourquoi ce programme existe. Vous êtes les nouveaux gardiens de la mémoire. Pas seulement de la mémoire de la station Alpine 7, mais de toute cette génération qui s'est tenue debout contre la tyrannie. Il marqua une pause, puis continua. Mais je veux aussi que vous compreniez quelque chose d'important. Honorer leur mémoire ne signifie pas idolâtrer tout ce qu'ils ont fait. Cela ne signifie pas ignorer les erreurs, les échecs, les complexités morales de cette époque. Cela signifie reconnaître leur humanité complète, leur courage mais aussi leur peur, leurs succès mais aussi leurs échecs, leurs choix héroïques mais aussi leurs doutes. Henri Deschamps, Marie Blanchard, Jean-Claude Vernet et Paul Mercier-N n'étaient pas des saints. Ils étaient des êtres humains ordinaires confrontés à des circonstances extraordinaires. Ils ont fait des choix que nous pouvons admirer, mais ils ont aussi connu la peur, le doute, peut-être même le regret. C'est ce qui rend leur courage encore plus remarquable. Ce N n'était pas facile. Ce N n'était pas évident. Ils ont dû lutter contre leurs propres instincts de survie pour faire ce qu'ils pensaient être juste. La discussion continua tard dans la nuit, les étudiants posant des questions difficiles, explorant des dilemmes moraux, essayant de comprendre. Mathieu, écoutant depuis le fond de la salle, se sentit rempli d'espoir. La mémoire de la station Alpine 7 était entre de bonnes mains. Épilogue. 5 ans après la découverte du bunker, Mathieu Arnaud se tenait à nouveau devant l'entrée camouflée, mais cette fois pour une occasion très spéciale. Était le 15 août 2029, l'anniversaire traditionnel des pèlerinages de Paul Mercier. Une commémoration annuelle avait été établie, et aujourd'hui marquait le 5e anniversaire de la découverte. Mais il y avait quelque chose de plus. Aujourd'hui, un nouveau monument allait être dévoilé, non pas à Vassieux mais ici même, près de l'entrée du bunker. La foule rassemblée était un mélange remarquable de personnes, des officiels gouvernementaux, y compris le ministre de la Défense. Des historiens et des conservateurs de musées. Des descendants des 73 résistants nommés dans le mémorial. Des anciens étudiants du programme Les Gardiens de la Mémoire, maintenant eux-mêmes jeunes adultes portant le témoignage vers l'avenir. Et au centre de tout, fragile mais déterminée à 83 ans, Françoise Mercier, venue une dernière fois sur ces hauteurs, où son père avait fait ses pèlerinages pendant tant d'années. Le nouveau monument était simple, mais puissant. Une statue en bronze de taille réelle, représentant 4 figures. Un homme debout, un fusil à la main, regardant vers la vallée. Henri Deschamps. Une femme assise devant un poste radio, des écouteurs sur les oreilles, concentrée sur sa transmission. Marie Blanchard. Un jeune homme à genoux, ajustant une antenne, Jean-Claude Vernet. Et en retrait, observant l'horizon avec des jumelles, un 4e homme, Paul Mercier, symboliquement séparé des 3 autres, mais éternellement lié à eux. Au pied de la statue, une plaque portait les mots qui étaient devenus l'aile, épitaphe de la station Alpine 7. Vive la France libre. Le Vercors ne se rendra jamais. Le ministre de la Défense donna un bref discours, puis invita Françoise à dévoiler le monument. Avec l'aide de son petit-fils Pierre et de Mathieu, elle tira le drap qui couvrait la statue. La foule applaudit, mais Françoise ne regardait pas la foule. Elle regardait la statue, les visages de bronze de ces 4 jeunes gens que son père avait connus et aimés, dont il avait porté la mémoire pendant presque 50 ans. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues, mais elle souriait. Était fait. La promesse était tenue. Il ne serait jamais oublié. Après la cérémonie officielle, alors que la plupart des participants commençaient à redescendre, Françoise demanda un moment seul au monument. Mathieu et Pierre l'accompagnèrent à une distance respectueuse, la laissant s'approcher seule de la statue. Elle posa sa main sur la figure de bronze représentant son père,
puis sur chacune des 3 autres à tour de rôle. « Papa, murmura-t-elle, assez doucement pour que seuls Mathieu et Pierre puissent l'entendre. J'ai tenu ta promesse. Ils sont reconnus maintenant. Le monde entier connaît leur histoire. Tu peux reposer en paix. » Elle resta là quelques minutes de plus, silencieuse, communiant avec les mémoires du passé. Puis elle se tourna vers Mathieu. « Merci, dit-elle simplement, pour tout, pour avoir découvert ce lieu, pour avoir raconté leur histoire, pour avoir assuré qu'ils ne soient jamais oubliés. » Mathieu secoua la tête. « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est votre père. C'est lui qui a préservé tout cela. C'est lui qui a gardé leur mémoire vivante pendant toutes ces années. Je n'ai fait que découvrir ce qu'il avait créé. » « Peut-être, dit Françoise avec un petit sourire. Ou peut-être que vous avez tous les deux joué le rôle que vous deviez jouer dans cette histoire. Mon père a été leur gardien dans le passé. Vous êtes leur gardien dans le présent. Et tous ces jeunes gens que vous formez seront leurs gardiens dans l'avenir. » Elle regarda une dernière fois le monument, puis les montagnes du Vercors étendant dans toutes les directions, baignées dans la lumière dorée de l'après-midi d'été. « Le Vercors ne se rendra jamais, dit-elle doucement. Ils ont tenu leur promesse. Maintenant, c'est à nous de tenir la nôtre. » Alors qu'ils commençaient leur descente, Mathieu jeta un dernier regard vers l'entrée camouflée du bunker. Dans quelques heures, des touristes montraient pour la visite guidée de l'après-midi. Dans quelques semaines, un nouveau groupe d'étudiants du programme « Les gardiens de la mémoire » viendrait apprendre l'histoire. Dans quelques mois, de nouveaux descendants de résistants seraient identifiés et invités à venir honorer leurs ancêtres. L'histoire de la station alpine Setten était plus un secret. Elle était devenue partie de la mémoire collective de la France. Un exemple de courage ordinaire face à des circonstances extraordinaires. Un témoignage du fait que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours des gens qui choisissent de se tenir debout. Henri Deschamps, Marie Blanchard, Jean-Claude Vernet et Paul Mercier-N étaient plus oubliés. Leurs noms étaient gravés non seulement dans la pierre du Vercors, mais dans le cœur de tous ceux qui venaient apprendre leur histoire. Et tant que quelqu'un se souviendrait, tant que quelqu'un raconterait leur histoire, tant que quelqu'un monterait dans ces montagnes pour honorer leur mémoire, ils ne mourraient jamais vraiment. Le Vercors ne se rend jamais, ni sa mémoire, ni son esprit, ni son héritage. Vive la France libre!